Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. En ouverture, aujourd'hui, nous parlerons de deux initiatives tech au service de la lutte contre le VIH et les populations éloignées des soins. C'est un sujet que j'ai découvert à l'occasion d'une rencontre avec le docteur Guillaume Gras, médecin spécialisé dans les maladies infectieuses au CHU de Tours. Il sera avec nous dans quelques instants en visio. Et ensuite, au cœur de cette émission, nous nous interrogerons sur le rôle que pourrait tenir l'intelligence artificielle dans les décisions de justice. Nous en débattrons avec nos invités ici présents. Myriam Kemener, avocate générale à la Cour d'appel de Paris, docteur en droit, et maître Cécile Doutrillo, de Juris Défense Avocat, membre de la chaire Cyberdéfense Saint-Cyr Sogeti Thalès, et Philippe Carillon, directeur général de la Legal Tech LexisNexis, un portail d'information et de solutions analytics pour les professionnels du droit. Avec nous également en plateau, Victoire Sicora nous présentera sa sélection de news. Et puis on va partir au Luxembourg, où l'on expérimente le co-learning et on fera la découverte d'un autre docteur, Arnaud Rosier, qui est à la tête du premier projet pilote ayant obtenu l'autorisation d'utiliser les innombrables ressources du hub de données de santé des Français. Mais avant toute chose, je suis heureuse de vous faire partager ma rencontre avec le docteur Guillaume Gras, médecin au Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic au CHU de Tours. Il est à l'origine d'un hackathon unique, VIHack, pour lutter contre le virus du sida. Il témoignera aussi de la mise en place d'une expérimentation de consultation à distance à l'attention des prostituées et homosexuels qui habitent dans les régions éloignées. Docteur Guillaume Gras, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelle est l'idée qui a précédé votre décision d'organiser le premier hackathon pour lutter contre le VIH ? Ce qui était très intéressant, c'est qu'au début, le VIH, depuis quelques années, ça ne baisse pas du tout en termes d'épidémiologie. Et on se rendait compte que la culture changeait et que nous restions avec notre papier, notre crayon, notre moyen de diffuser de l'information qui semblait un peu archaïque. Et l'idée est venue de créer un hackathon qui rassemblerait les soignants, les personnes spécialisées des new tech et puis les patients. Ils sont 100, on fait un tiers, et puis on décide des projets pour s'adapter aux personnes, tant dans la prévention que dans la prise en charge. Et alors la compétition, on va dire, ce hackathon, il se déroule pendant 2 jours. Comment ça s'organise concrètement sur place ? Ils sont dans une même salle pendant 2 jours ? Ils sont dans une même salle pendant 2 jours. Ils sont répartis, il y a une centaine de personnes réparties dans une douzaine de groupes avec des thématiques prédéfinies. Les gens sont volontaires pour s'inscrire dans cette thématique. C'est entrecoupé de moments un peu artistiques, musicaux. Enfin, on essaie de mêler des mondes très différents. Et à la fin, il y a une présentation au bout des 2 jours. Et ensuite, avec des étudiants, suivent leurs cours au cours des 6 mois suivants. Et alors, il y a une édition, c'était la première en 2019, à l'automne, je crois. Qu'est-ce qu'il en est sorti à ce moment-là de ce hackathon ? Alors, en 2019, c'était la deuxième. Je suis en train de réfléchir. Ah, pardon, oui. Déjà. Quelle folie. Mais non, ce qui leur sort, c'est déjà, ça crée énormément de liens entre des gens qui ne se connaissent pas. Ça peut paraître un peu idiot, mais dans la lutte contre le VIH, c'est important. Deuxièmement, il y a par exemple des applications sur j'ai un accident d'exposition, un préservatif qui a craqué. Il y a des algorithmes en ligne gratuits qui ont été mis qui permettent d'orienter la personne vers l'endroit où elle doit aller. Et c'est intéressant parce que c'est des outils qui nous ont ensuite totalement échappé. On les a mis en ligne et on sait qu'ils sont utilisés un peu partout en France aujourd'hui. Et donc c'est vraiment l'objectif du VIHack. Il y a d'autres choses sur la contraception d'urgence, et la consultation à distance. Donc ce sont sous forme d'applications en particulier qui sont plus simples à utiliser et qui se diffusent plus facilement, j'imagine. J'évoquais aussi en introduction la mise en place de visioconsultations qui sont vraiment destinées aux populations qui sont particulièrement exposées, mais aussi éloignées des soins. Alors vous avez commencé en janvier, quels sont vos premiers retours d'expérience ? Là aussi, c'est un projet qui a mûri aussi suite au hackathon et qu'effectivement, on s'est associé à l'association AIDE pour, effectivement, il y avait tout un tas de personnes qui sont très exposées, mais qui ne viennent jamais dans les structures parce qu'ils n'ont pas de sécurité sociale, parce que pour eux, c'est très, très stigmatisant.
Et donc l'association Aide fait de la veille virtuelle auprès de ces populations qui peuvent être soit très éloignées des grandes villes, soit au sein des grandes villes mais quand même complètement isolées. Et nous les adresse ensuite en téléconsultation. Et c'est extrêmement valorisant. Enfin, les retours sont très positifs parce qu'on arrive à toucher des gens qu'on n'aurait jamais vus et qui peuvent, parce qu'aujourd'hui il existe un traitement pour éviter d'avoir le VIH. Et ça, c'est une arme extraordinaire. Et on peut donner ce traitement à des gens qui jamais n'auraient pu en bénéficier auparavant. Est-ce que pendant la crise Covid-19, vous avez constaté un pic d'utilisation de ces téléconsultations ? Ah oui, nous, ça a été un avant-après. Ça a complètement chamboulé en termes de... Même au niveau des maladies infectieuses, même au niveau de l'hôpital. On a commandé, on avait l'air d'être complètement foufou début mars. On a commandé 40 webcams et puis on en a 300 aujourd'hui. Donc ça a été un grand chamboulement. On sent encore il y a de la réticence beaucoup chez les professionnels, étonnamment plus que chez les patients. Mais il y a plein de spécialités pour lesquelles c'est très intéressant. Il se pose la question aussi du télésuivi, qui est vraiment une perspective extrêmement intéressante pour les maladies chroniques. Avec le Covid, on a été sursollicité pour des applications de télésuivi de Covid, mais nous, alors je ne sais pas, je ne veux pas généraliser, mais nous, on ne s'y est pas forcément retrouvés, parce que souvent des personnes très âgées, et puis des dégradations qui vont tellement vite que des rappels SMS, ça ne marchait pas. Ouais, qu'est-ce que vous appelez le télésuivi? C'est la différence avec la téléconsultation? Expliquez-nous. Télésuivi, c'est d'envoyer régulièrement, soit via un SMS, soit sur une application, soit par mail, des questionnaires en ligne que les gens répondent. Alors ça peut être simplissime, comment allez-vous, bien, pas bien, tapez 1, tapez 2, ça peut être plus élaboré. Et c'est ce qu'on a. On a utilisé différentes solutions pour le Covid. Et bon, nous, on s'y est pas retrouvés. Par contre, on y voit des perspectives énormes pour le diabétique, la personne qui vit avec le VIH, la personne qui a des problèmes cardiaques, mais là, sur du long cours. Docteur Guillaume Grasse, maître Cécile Doutrieux avait une question ou une réaction peut-être pour vous? C'était simplement par rapport à la remarque que vous faisiez sur une certaine réticence des professionnels. Peut-être que ça s'explique tout simplement par des questions de responsabilité par rapport aux données qui sont collectées. Les données de santé étant des données particulièrement sensibles, donc qui requièrent un consentement important pour être collectées et traitées. Et je pense qu'au niveau des personnels de santé, je pense que peut-être eux ont pour l'instant en tout cas du mal à recommander auprès de leurs patients ce genre d'application. Mais je pense que c'est une question purement de responsabilité. Qu'en dites-vous, docteur Guillaume Grasse? Alors oui, bien sûr, oui, c'est évident que ça fait partie des freins. Après, nous, on a une agence régionale de santé qui nous a entre guillemets imposé quelque chose, un logiciel, et donc on ne peut qu'imaginer que ces données vont être protégées. Donc on n'avait pas d'a priori par rapport à d'autres applications qu'on voit qui semblent un peu plus mercantiles comme ça. C'est-à-dire que la première chose qu'on demande aux patients quand ils téléchargent le truc, c'est pas sa carte bancaire. Donc si c'est son consentement, c'est bien. Voilà. On a eu moins mais les collègues, c'est aussi la relation médecin-patient. Il y a beaucoup de choses autour de ça, de la maîtrise de l'outil qui est quand même pas toujours évidente et qui est moins pratique en tout cas que d'autres applications. Un peu d'évangélisation aussi à faire. Merci beaucoup, docteur Guillaume Grasse du CHU de Tours. Je sais qu'il règne encore beaucoup d'incertitudes autour du VIH 2020, alors j'espère que vous pourrez l'organiser prochainement. Eh bien, on enchaîne sans transition avec les news qui ont retenu notre attention, en particulier celle de Victoire Sicora. Bonjour Victoire. Bonjour Delphine. Alors Zoom élargit son spectre et propose de la location de matériel. Et c'était l'idée de Lifesize dès 2019 de proposer du matériel as a service. C'est au tour de Zoom de se lancer en proposant du matériel pour visioconférence. Les entreprises pourront choisir un abonnement entre 6 et 200 $ par mois selon le matériel demandé. Pour 6 $, vous serez équipé d'un simple combiné, tandis qu'on peut se doter de matériel plus haut de gamme comme d'un écran tactile géant, d'une caméra HD ou encore de microphones intégrés. Alors pour la photo, on a Canon qui sort un appareil capable de filmer en 8K. Oui, le Canon EOS
R5, qui est un monstre de technologie, 8K plein capteur, 4K à 120 images par seconde, rafale à 20 images et stabilisation optico-mécanique jusqu'à 8 vitesses. Ce nouvel appareil photo marque le grand retour de Canon. Et c'est un coup dur pour la concurrence, j'imagine? Alors surtout pour Sony, qui est numéro 1 mondial des hybrides et qui va devoir rivaliser avec son prochain appareil. Nikon, de son côté, ne dispose pas encore d'un appareil avec une fiche technique équivalente. Hier, 2 opposants à la 5G ont été jugés dans le Jura. Oui, ils sont accusés d'avoir mis le feu à une antenne relais le 15 avril dernier, 5 jours avant 2 autres antennes relais qui avaient pris feu à 50 km, faisant des dégâts estimés à 800 000 €. En France, le phénomène a pris une ampleur conséquente. 10 antennes ont déjà été vandalisées en seulement quelques semaines. Et on connaît leur motif? Alors selon l'enquête, les 2 suspects seraient des activistes animés par des motifs écologistes. Google vient de déployer ses ballons 4G dans le ciel kényan. Oui, c'est Loon, la filiale de Google associée à l'opérateur Telecom Kenya, qui a envoyé dans le ciel 35 ballons stratosphériques afin d'offrir une couverture 4G aux régions les plus isolées. Situé à 19 km d'altitude, il permet de couvrir une zone conséquente de 80 000 km², normalement oubliée des réseaux. Rappelez-nous comment ça marche, Balloon. Alors, l'essaim de ballon est coordonné. Oui, l'essaim de ballon est coordonné par une intelligence artificielle et il délivre un débit descendant de 18,9 mégabits par seconde. C'est amplement suffisant pour surfer sur le web. Petit plus, énergétiquement, ils sont autonomes car alimentés par des cellules photovoltaïques. Côté science, vous nous présentez une première en Europe, un filet de pêche écolo. Et oui, c'est le premier filet de pêche biodégradable et compostable composé de bioplastique afin de lutter contre les déchets en mer et notamment les filets perdus. Il est actuellement en test sur un bateau de Boulogne-sur-Mer. Et qu'est-ce qui rend un plastique biodégradable? Alors, tous les plastiques sont composés d'atomes. La seule différence réside dans les liaisons chimiques des plastiques biodégradables. Comme elles sont plus faibles, elles sont aussi plus faciles à détruire. Et donc, elles peuvent se transformer en gaz, en eau, dans tout type de matériaux. Et elles sont plus facilement biodégradables. Merci Victoire. C'est le moment du débat sur l'IA et le droit. Quel rôle jouera l'intelligence artificielle dans les décisions de justice? Aujourd'hui, il y a ceux qui font le procès de l'IA, redoutant qu'un jour, les rôles ne s'inversent et que les intelligences artificielles ne se mettent à nous juger. Alors nos invités sont plutôt de ceux qui font fi des idées reçues et des préjugés. Ils parlent plutôt de ceux qu'ils savent et se sont intéressés très tôt aux enjeux numériques du droit. Myriam Kemener, vous êtes avocate générale près de la Cour d'appel de Paris, docteur en droit, et vous avez publié récemment, avec 2 confrères, je précise, Quel droit face aux innovations numériques? Alors, où en sommes-nous de l'incursion de l'intelligence artificielle dans le droit? C'est une véritable aventure, puisque suite au rapport Cadier de 2017 sur l'open data, il y a donc des réflexions, des travaux qui sont menés avec des startups, et en fait, c'est la Cour de cassation et le Conseil d'État qui vont être chargés justement de la diffusion des décisions de justice. Donc c'est un sujet qui est mis sur la table pour l'instant. C'est un sujet qui est mis sur la table. Il y a des expériences. Il y a eu des expériences dans les cours d'appel de Douai et de Rennes sur l'utilisation de l'IA, d'algorithmes sur des contentieux assez répétitifs, contentieux routiers en matière de droit social, mais les résultats ont été assez peu concluants. Alors on en parle beaucoup de l'IA. Je pense que c'est surtout ça offre des perspectives d'aide à la décision. Mais de là à remplacer les juges, je n'y crois absolument pas. C'est vrai que on n'en est pas là. En tout cas, là, pour l'instant, on réfléchit, on teste et on se rend compte que tout n'est pas encore prêt. Voilà. Maître Cécile Doutrillo, avocate chez Juris Défense, et vous êtes aussi membre de la chaire cyberdéfense Saint-Cyr Sogeti Thalès. Que pensez-vous, vous, de l'arrivée annoncée de l'IA dans les tribunaux? Alors c'est vrai que c'est une question qui revient très régulièrement et que l'IA, en fait, pour moi, c'est une technologie formidable dans le sens où ça libère vraiment l'imagination, ça permet d'ouvrir son esprit, de s'affranchir aussi de certaines limites. Alors c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est que si la chance sourit aux audacieux, la difficulté, c'est que le hasard, en réalité, ne favorise que les esprits préparés, comme disait Pasteur. Et c'est vrai que moi, la difficulté que j'ai par rapport à ces innovations concernant l'intelligence artificielle, c'est que je trouve qu'il y a trop une méconnaissance du terrain judiciaire, de la réalité de ce qu'est un procès et même une décision de justice. À savoir que vous allez prendre effectivement, et c'est pour ça peut-être que l'IA aussi n'arrive pas véritablement encore à s'implanter dans les tribunaux.
parce qu'un peu comme les chefs militaires, finalement, cette petite référence à Saint-Cyr, vous devez quand même commencer par étudier la cible, connaître votre environnement, anticiper les risques et les éventuels freins. Et c'est vrai que je constate que souvent, les entrepreneurs sont assez impréparés sur ces questions-là pour aborder le monde judiciaire, tout simplement parce que vous avez des principes, en fait, directeurs d'un procès, comme le principe du contradictoire. Vous allez échanger des arguments, les avocats vont échanger des arguments, des pièces. Ça va permettre aux magistrats d'avoir une vision exhaustive, en fait, d'un dossier, d'une affaire, et de prendre du recul et de pouvoir trancher par rapport aux arguments des uns et des autres. Le problème de l'IA, c'est qu'on est dans l'automatisation de certains faits par rapport à de décisions où on ne prend en fait qu'une partie de la décision, ce qu'on appelle le dispositif, c'est-à-dire par ses motifs, la raison, enfin justement pas la raison, la décision, mais toute la partie argumentaire en fait de la décision, tout ce qui a conduit, le raisonnement qui a conduit à prendre cette solution plutôt qu'une autre, n'est absolument pas pris en compte dans l'IA. Et forcément, ça crée des biais et forcément, ça crée des statistiques qui Alors, on va sont aborder biaisées. tous ces sujets. Philippe Carillon, alors vous êtes président-directeur général de LexisNexis Europe, Moyen-Orient et Afrique. Avec l'arrivée de l'IA, est-ce qu'on pourrait commencer à parler de justice prédictive, selon vous ? En fait, je vais peut-être vous décevoir, mais je ne crois pas. Et je suis tout Moi, à je fait ne suis d'accord. pas déçue, j'apprends des choses avec vous. Mais en réalité, non. Je crois que la justice prédictive, c'est effectivement quelque chose dont on a entendu beaucoup parler. Et on se rend compte que l'intelligence artificielle, en fait, et je rejoins tout à fait madame, est plutôt là pour aider le professionnel du droit au quotidien à naviguer finalement dans une masse d'informations qui est de plus en plus importante. On parle d'inflation législative. Et donc, toute l'importance, et c'est ce que nous faisons chez LexisNexis, c'est vraiment d'aider les professionnels du droit à pouvoir rapidement trouver le sens des décisions, les décisions intéressantes à regarder pour creuser, mais que ça soit jamais une boîte noire. Quelles sont les préoccupations principales quand on commence à parler de l'IA dans la justice, Myriam Kemener ? Les préoccupations, c'est justement éviter les biais et c'est l'utilisation, comme vous venez de l'indiquer, exploiter. On a une mine d'informations, de décisions extrêmement riches, intéressantes, mais qui sont parfois méconnues. C'est vrai que je travaille dans la première cour d'appel de France et finalement, on est des artisans, encore des artisans du droit. Oui. Donc c'est vrai que j'aimerais bien avoir un petit algorithme dans mon bureau, une aide à la décision, mais je pense qu'il faut être extrêmement prudent et tout dépend aussi des domaines juridiques. Pour des domaines répétitifs, d'ailleurs je pense à DataJust qui fait l'objet de contestation. C'est un traitement automatisé de données en matière de réparation du préjudice corporel. Le décret est paru pendant le confinement et il y a tout un débat qui s'est fait jour. Je pense que dans des domaines répétitifs, ça peut être pertinent. Par contre, dans le domaine qui est le mien, c'est-à-dire le pénal, là, je suis très... Il faudrait peut-être que la profession accompagne, parce qu'on parlait du fait qu'il y avait une méconnaissance finalement de la manière dont vous travaillez, de vos métiers et du droit. Alors, est-ce qu'on peut imaginer finalement que demain, les bons développeurs d'IA pour la justice seront des juristes, des avocats, des magistrats ? Il faut travailler ensemble, c'est ça le problème, c'est des sujets, on travaille encore en silo. Or, de plus en plus, on doit, sur ces domaines numériques, travailler avec des ingénieurs, des experts, toutes les professions on apprend à se connaître. C'est en train d'évoluer. Maître Doutrillo, est-ce qu'il y a des jonctions qui se font ? Oui, bien sûr. Le Conseil national des barreaux, en fait, il y a dans tous les barreaux de France quasiment maintenant des incubateurs, c'est-à-dire des avocats qui travaillent avec des personnes, en fait, des entrepreneurs qui proposent des solutions juridiques pour justement un peu réajuster les choses. Mais c'est vrai que quand on parlait effectivement de certains dossiers qui seraient répétitifs et qu'on pourrait comme ça automatiser d'une certaine manière. Là aussi, je vous avoue que ça m'interpelle parce que ce sont des choses, un phénomène en fait auquel on assiste déjà depuis 10-15 ans, où on va proposer un peu, si on fait un parallèle, des contratypes. Et c'est-à-dire que donc vous avez des formules toutes faites qu'on propose parce que ça permet d'assurer une certaine sécurité juridique, un certain standard. La difficulté, c'est qu'il y a une perte énorme de liberté. C'est-à-dire que quand vous avez un cadre qui devient extrêmement précis, vous ne pouvez plus adapter les choses aux situations. Vous ne pouvez plus individualiser véritablement une
personne par rapport à son dossier. Et ça pose véritablement une question, parce qu'il y a quelque chose que j'entends et qui, moi, me choque un peu, c'est qu'on dit, voilà, parfois, c'est répétitif, il n'y a pas de nouveauté, etc. Mais moi, j'ai jamais eu cette sensation-là sur le terrain, parce que chaque histoire est particulière. Vraiment. Vous avez un cas spécial, une personne spéciale dans une situation particulière. Et c'est vrai que de vouloir comme ça automatiser, alors on peut le faire pour certains contrats, mais et encore, je veux dire, quel est l'objectif de la personne qui vient vous consulter ? Comment on va pouvoir adapter, en fait, Peut-être que sur certains cas, du coup, elle n'aura pas besoin de venir vous consulter. J'espère, mais c'est vrai que pour les cas où on veut véritablement pour moi, la justice, c'est du sur-mesure, c'est pas forcément du prêt-à-porter. Est-ce que les algorithmes peuvent justement apporter cette personnalisation ? Est-ce que les professionnels du droit pourraient s'emparer davantage des technologies, selon vous, Philippe Carillon ? Alors, en fait, ce qui est important de voir, c'est que tous les développements, et c'est vrai que chez LexisNexis, juste un mot, la plateforme Lexis 360 qu'on a développée, c'est 23 millions de documents. Donc quand on parlait de quantité d'informations, c'est vraiment énorme. Dans le monde, c'est 65 milliards de documents, c'est 150 fois Wikipédia qui sont sur l'ensemble des plateformes du groupe LexisNexis. C'est vrai que les avocats ont l'habitude de lire beaucoup de documents, mais là, ça fait beaucoup. Et alors, ce qui est intéressant, et donc c'est pour ça que pour revenir sur le cœur du débat, l'intelligence artificielle, effectivement, elle vise vraiment à aider à la décision pour être capable de cibler les décisions ou les textes, les commentaires qui vont être intéressants. Mais finalement, parfois, ce qui est statistiquement faible, peu représentatif, va être très important pour un cas concret. Quand le client vient en face d'un avocat, peu lui importe de savoir qu'il y a 60% de chances que ça se déroule comme ça. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est analyser l'ensemble du dossier. Et le juge va analyser l'ensemble du dossier, y compris des aspects humains. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Ça permet effectivement de cibler. Je prends un exemple, un produit qui s'appelle Jurisdata Analytics, qu'on a sorti sur certains aspects comme le droit de la famille, le divorce ou le préjudice corporel. Vous pouvez de manière très graphique être capable de voir si vous regardez une fracture à Paris qui a été réalisée, une perte de revenus professionnels, vous allez voir les décisions, vous aurez la moyenne, la médiane. C'est très bien de savoir qu'un juge a donné en moyenne temps. Mais ce qui va être très intéressant, c'est que ça ne soit pas une boîte noire et qu'on puisse aller voir les décisions. Pourquoi il y a des décisions au-dessus, en dessous ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Arriver à comprendre ça. Donc jamais une boîte noire, toujours guidée, toujours... Pour l'instant, ce que vous dites, c'est que la technologie est surtout utile pour travailler la masse, la matière première, en amont de la prise de décision. Moi, je continue à insister, Myriam Kéviner, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'avec ces algorithmes, on puisse un peu désengorger les tribunaux ? Alors effectivement, pour des contentieux... Aujourd'hui, on n'arrive plus à absorber quand même. On a cette problématique. Oui, c'est vrai que justement, cette aide à la décision que propose l'IA peut permettre de recentrer le travail des magistrats sur des dossiers complexes. Et ce que je voulais indiquer en complément de ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y a des domaines, et je pense en matière pénale notamment, où c'est le principe d'individualisation des décisions et de la peine, et il y a des enjeux de liberté. Ça me semble totalement inadapté, mais c'est vrai que cette aide à la décision peut permettre de gagner du temps sur des dossiers qui vont être traités trop lentement. Ça, c'est... Maître Doutrillo, vous pensez qu'on peut gagner du temps quand même avec ces outils, alors moi, à minima ? Alors c'est vrai que je suis partagée pour le moment. J'attends de voir, et c'est vrai que voilà, LexisNexis travaille vraiment de manière approfondie sur ces questions et vraiment en partenariat avec les professionnels du droit, et on voit toute la différence. Mais c'est vrai, ce qui interpelle finalement, c'est cette aide à la décision. D'abord, pourquoi désengorger les tribunaux ? Pourquoi ne pas répondre tout simplement à la demande des citoyens et de juger et de donner véritablement des moyens ? Pourquoi vouloir à tout prix déporter le débat ? C'est déjà une question, moi, qui en tant qu'avocat me pose véritablement quelle est la question du sens de tout ça ? Pourquoi vouloir tout désengorger ? La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'on va avoir, là avec le nouveau garde des Sceaux, qui indique, voilà, j'aimerais que les magistrats soient davantage responsables. D'abord, je pense qu'ils le sont, personnellement. Oui. Mais la question surtout, c'est eux-mêmes, quand ils vont se retrouver, si on commence à les enfermer dans des politiques de responsabilité et de chiffres, ils vont avoir ces outils qui vont leur dire, voilà, telle personne, vos collègues ont jugé dans tel sens. Un magistrat, par définition, est totalement indépendant.
Donc, quelle va être la part d'influence? Est-ce qu'un jour, s'il refuse d'appliquer la statistique, à savoir la majorité, est-ce qu'on va un jour engager sa responsabilité sous prétexte qu'il n'irait pas dans le sens des algorithmes et de la majorité, Ça etc. pose des questions de responsabilité, effectivement. Mais de l'avocat, ça pose aussi des questions de responsabilité de celui qui a développé l'algorithme. Est-ce qu'il a des biais? Est-ce que On est influencé quand même. Alors, est-ce que, donc, du coup, cette question de juriste augmenté, LexisNexis, vous y croyez ou pas? C'est le sens d'apporter des solutions qui vont aider à la décision. Et je crois que là, on met le doigt sur un aspect un peu éthique des développements technologiques qui est très important. C'est vrai que chez LexisNexis, on investit beaucoup là-dedans. On est une Legal Tech, on investit près de 20 millions d'euros en France avec plus d'une centaine d'ingénieurs. Et également, et c'est important de le comprendre, c'est 8000 auteurs, c'est juste pour donner quelques chiffres, 200 éditeurs, mais qui sont là et qui donnent cette excellence dans le contenu et cette connaissance et ce développement qui est vraiment en co-création. Et ça, c'est très important. Mais il y a vraiment un aspect effectivement éthique parce que c'est toujours l'image. Vous savez qu'en reconnaissance d'image, on peut montrer à une machine, par exemple, des girafes et lui dire que c'est un chien. Le jour où on va encore lui montrer une girafe et continuera à dire que c'est un chien. L'exemple est tout simple, mais c'est simplement pour montrer qu'il y a une énorme importance dans les développements des données d'entraînement. Il faut une éthique dans les données par rapport à la captation, par rapport à l'utilisation, et l'éthique également dans les usages. Et donc, ça nécessite effectivement de travailler avec les professionnels, de bien comprendre leurs attentes, mais également de comprendre qu'effectivement, on touche un sujet régalien, un sujet sensible, le droit. Oui, parce que si on peut de temps en temps s'en prendre aux algorithmes en disant qu'ils sont biaisés, il faut quand même voir que derrière, ce sont des humains qui les ont programmés. Oui. Donc, c'est une première question de formation de ceux qui développent. Et d'ailleurs, toute la réglementation qui est en train de s'élaborer concernant l'IA, Myriam Kemener. c'est justement, je pense au livre blanc, Le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, justement, souligne la nécessité du respect de cette éthique. Donc c'est tout à fait fondamental. Mais je pense Il y a des travaux en cours au niveau européen et international aujourd'hui? Oui, il y a des travaux, mais on est plutôt sur un terrain de soft law. C'est vrai que les... un terrain de, pardon? Soft law. Soft law, oui. C'est-à-dire? Justement, pas une réglementation trop stricte, puisque justement les usages numériques évoluent très rapidement. Donc il faut une certaine souplesse quant à la réglementation. Mais c'est vrai que, pour revenir à ce qui vient d'être dit, on a une telle richesse des décisions qu'on en découvre tous les jours. Moi, ce que je déplore, c'est travailler encore comme une petite fourmi. Et je pense que justement, l'IA, avec le respect de règles éthiques, et donc avec cette déontologie que nous avons, ça va quand même améliorer. C'est vrai, quand j'entends parler de désengorger, c'est vrai qu'on n'est pas là uniquement pour faire du chiffre, même si il y a quand même cette légère pression de sortir des dossiers, etc. Il y a des gens aussi qui attendent derrière. Oui, bien sûr, il y a des enjeux humains et c'est tout à fait important. Mais je pense que cette aide à la décision va quand même nous aider à mieux répondre plus rapidement à ces gens justement qui attendent leur décision. Maître Doutrillo, sur justement ces travaux qui sont en cours sur des problématiques éthiques, selon vous, quelle est la réflexion majeure qu'il faut mettre en avant? Alors la réflexion majeure, c'est certainement effectivement le sens finalement de l'intelligence artificielle, de l'utilisation dans certains domaines, et vous le disiez très justement, sensibles, que ce soit la justice, la santé aussi pour moi. C'est une véritable question. Ça peut être aussi l'éducation, on a vu avec les plateformes Parcoursup, et c'est vrai qu'il y a une volonté, on sent ça peut créer une angoisse dans la mesure où on n'a pas le sentiment peut-être véritablement de maîtriser encore ces technologies, puisqu'elles sont quand même encore en cheminement, en recherche. Mais c'est vrai que la base, c'est qu'il faut à un moment donné, à mon sens, définir un cadre législatif strict. Là, c'est vrai qu'il y a la CNIL, il y a le défenseur des droits, donc très dernièrement, au mois de juin, qui ont expliqué qu'il fallait un fair learning, c'est-à-dire une transparence par rapport aux critères qui alimentent les algorithmes. Parce que là, ça va poser ici la question, qui est responsable? Est-ce que c'est le fabricant de l'outil? Est-ce que ça va être l'utilisateur, donc le magistrat? Ou est-ce que ça va être effectivement je veux dire, on a encore quand même des personnes, ou alors est-ce que ça va être celui qui a défini les critères? Qui va les définir? Est-ce que c'est le ministère de la Justice qui va être responsable? Et ce qui est intéressant, justement,
justement au De la Conseil même de façon l'Europe. qu'on a écrit sur du papier nos textes, on pourrait écrire Voilà, parce que pour le moment, il n'y a nos aucune force critères d'algorithme. contraignante. Voilà, il n'y a aucune force contraignante pour le moment, et donc ça pose question. Et c'est vrai que l'intéressant, ça va être aussi au niveau de la preuve. Donc le Conseil de l'Europe, donc dans son livre blanc du 20 février dernier, propose effectivement au niveau de la charge de la preuve de travailler sur cette question-là pour permettre aux victimes de l'IA finalement de faciliter pour eux la collecte de la preuve et l'établissement de la preuve, c'est-à-dire de renverser la preuve de manière à ce que ce soit les professionnels qui, eux, justifient pour quelles raisons il y a eu un dommage lié à l'IA et non pas l'inverse. Myriam Kemener, justement, vous êtes une spécialiste de la preuve numérique. Vous en parlez dans tout un long chapitre dans votre livre que j'ai cité tout à l'heure. On en est où sur ce sujet? Est-ce que cette preuve numérique est une nouvelle pièce au dossier qui compte? Alors, quels que soient les contentieux, de plus en plus, la preuve numérique est recherchée. Donc, par exemple, en matière pénale, la preuve est libre. Mais bon, il y a des conditions et de plus en plus, la preuve numérique, c'est pas uniquement en matière de lutte contre la cybercriminalité. C'est tout contentieux. Dès qu'il y a une personne interpellée, on va rechercher les supports informatiques qui vont donner... Ces emails, par exemple. Voilà, les emails, les échanges numériques entre une personne. Donc, il y a des travaux pour harmoniser les modes de recueil de la preuve. Et il y a des conditions de proportionnalité. Il faut que la preuve soit débattue contradictoirement. Parce que, évidemment, la preuve numérique, elle est plus fragile qu'une preuve classique. Elle peut être modifiée, elle peut disparaître, elle peut être à l'autre bout du monde. Donc, en fait, effectivement, il y a des travaux. Par exemple, le Conseil de l'Europe élabore un protocole additionnel, un deuxième protocole sur justement le recueil de la preuve numérique. Et également, au niveau de la Commission européenne, il y a des travaux e-évidence pour harmoniser les modes de recueil, puisque de plus en plus, la preuve... Comment on la valide, en fait, cette Oui, c'est preuve. ça. Alors après, elle doit être débattue contradictoirement et les magistrats apprécient la validité de cette preuve. Mais c'est tout à fait fondamental de la recueillir dans des conditions, je dirais, en fonction de l'état de l'art. Même les experts aussi, de plus en plus, décrivent la façon dont ils ont été amenés à recueillir des éléments. Par exemple, en mentionnant qu'il y a eu un recours à un bloqueur en écriture. Donc ça veut dire que la preuve n'a pas pu être modifiée. Donc le recours aux experts est de plus en plus important. Alors les experts, en particulier les experts, accompagnés des experts de la Cour de cassation, ils sont à fond sur le numérique, parce qu'il y a aussi les officiers de police judiciaire qui se spécialisent en matière de numérique, donc ils peuvent très bien recueillir la preuve. Et après, dans des affaires d'envergure, il y a des enjeux, des affaires par exemple criminelles, il y a quand même des expertises qui vont valider ou non les premières constatations opérées par les officiers de police judiciaire. Donc le sujet majeur, effectivement, c'est cette recherche de preuves numériques qui doit être, je dirais, non contestée. Et elle l'est souvent. Alors, ce qu'on entend, c'est quand même que ça bouge, là, parce que vous avez des questionnements et tout ça, mais ça change. Comment vous voyez évoluer les professionnels du droit avec ces nouveaux outils, Philippe Carillon? C'est vrai qu'on a... au sein de LexisNexis, une vision qui est mondiale, puisque le groupe opère un peu partout dans le monde. Et on voit bien, finalement, cette avancée vers des outils qui vont aider le professionnel. Donc, c'est de la productivité, mais c'est évidemment derrière de la sécurité juridique. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que aller vite, c'est bien, on peut faire des recherches sur n'importe quel moteur de recherche, c'est pas pour ça qu'on aura derrière un contenu de qualité. Et évidemment, lorsqu'on traite des sujets juridiques, on est obligé d'avoir ce mélange finalement de connaissances, d'expertise du contenu avec des professionnels du droit et de technologie qu'on va marier. Et alors, vous êtes challengé, là, au niveau international, il y a une course à l'armement de technologie pour les professionnels du droit? Alors, il y a beaucoup d'investissements. Comme je vous le citais, on est première Legal Tech, on investit énormément. Je vous parlais de la France, mais effectivement, au niveau de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique et du monde, c'est énormément de développement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très intéressant de pouvoir
comparer, voir ce qui se passe à l'international pour toujours développer des solutions sur mesure avec les professionnels du droit. Il y a un autre sujet qui est intéressant et qui est plus là au niveau du système juridique, mais je pense que c'est important de voir, et notamment dans les pays anglo-saxons, c'est une vision du droit et des systèmes juridiques qui est en fait une arme de guerre économique. Et c'est important de voir que on parle d'un développement éthique qui est nécessaire, mais je crois que l'innovation pour le droit français et le droit continental est essentiel, car c'est aussi un facteur d'attractivité, de développement et de modernité. Et il ne faudrait pas qu'on reste à la traîne par rapport à d'autres pays dans le monde qui, eux, vont favoriser l'innovation. C'est un petit peu nouveau d'entendre ça quand on parle de justice, de facteurs d'attractivité, d'innovation. Maître Doutrillo. Non, c'est un vrai sujet parce que même au niveau du commerce international, il y a eu une réforme justement du droit des contrats en 2016 pour justement permettre que le droit français soit plus attractif au niveau international, avec des théories de l'imprévision, par exemple. Vous aviez des clauses de hardship, donc en droit international, qui, nous, dans notre droit français, n'existaient pas. Et donc, c'est vrai qu'il y a, parce que les anglo-saxons, il faut le reconnaître, sont d'extrêmement bons commerciaux. Et ils ont une bonne connaissance du marché, et puis surtout une détermination qui est très forte. Donc, c'est vrai qu'au final, ils arrivent peu à peu à imposer une façon de voir le droit, la loi, et qu'on commence à reconnaître. C'est très juste ce que vous dites. Dans la façon même d'aborder, en fait, ce secteur de cet univers judiciaire. Alors après, est-ce que c'est pour le pire, est-ce que c'est pour le meilleur? L'avenir le dira. Myriam Kemener, on va clore ce débat. Déjà, moi, je voulais savoir ce qui restait encore du domaine du fantasme quand on parle d'IA et de justice. Pour qu'on revienne un peu sur le réel. On n'a pas trop parlé de justice prédictive, mais effectivement, ça suscite vraiment des fantasmes. Donc, je crois qu'il faut rester très pragmatique. Et par exemple, dans le cadre des procès, on voit bien des affaires assez importantes. Les cabinets d'avocats importants ont recours à des outils de l'IA. Donc, au niveau des magistrats, il faut aussi qu'il y ait une certaine égalité et qu'on puisse bénéficier de ces outils d'innovation technologique. Donc ça, c'est le réel. C'est qu'aujourd'hui, il y a des outils qui se développent. Il y a une course à l'innovation technologique. Il y a une compétition internationale sur ce sujet. Et donc, les magistrats doivent s'emparer de ces technologies. Mais il reste énormément de questions et on est loin de la justice prédictive. Si je pouvais conclure là-dessus. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. On va marquer une pause avant de partir pour le Luxembourg. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech. Myriam Kemener de la Cour d'appel de Paris, Cécile Doutrillo de Juris Défense Avocat et Philippe Carillon de LexisNexis sont toujours avec nous. Et voici notre guide au Grand-Duché, Charles-Louis Machuron, qui est fondateur de Silicon Luxembourg, une plateforme média B2B dédiée aux startups luxembourgeoises. Bonjour Charles-Louis Machuron. Bonjour Delphine Sabatier. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a fait la une du Luxembourg cette semaine ? La une du Luxembourg cette semaine, c'est le co-learning. J'avais envie de parler du co-apprentissage et d'une start-up qui a lancé la première plateforme de co-learning au Luxembourg. Alors qu'est-ce que c'est le co-learning ? Donc typiquement, le co-learning, c'est vraiment dans ce qu'on appelle du co-apprentissage, si on traduit, et ce sont vraiment des professionnels ou vraiment des actifs qui ont par exemple un travail à temps plein la journée et qui le soir veulent se retrouver pour continuer à pouvoir se former. Donc voilà, si quelqu'un suit par exemple un MBA ou si quelqu'un apprend une langue, au lieu d'apprendre seul chez soi, on peut se rassembler dans un endroit et être à plusieurs pour partager ses apprentissages. Ah, donc c'est des rendez-vous physiques. En fait, c'est un peu comme le coworking, mais on y va pour apprendre, pas pour travailler. Exactement, voilà, tout à fait. C'est vraiment pour apprendre et voilà, pour que les gens se sentent moins seuls d'apprendre tout seul à la maison le soir. Et alors, qui est-ce qui propose ce service chez vous au Luxembourg ? Et donc, c'est une jeune start-up qui s'appelle Discover, qui a été fondée par Francesca Pogliani, qui a en fait un travail à temps plein la journée dans un cabinet de conseil et qui, depuis quelques mois, développe ce concept en parallèle de son activité et a signé déjà des premiers partenariats et voilà, a des premiers membres dans sa communauté. Et donc, c'est vraiment le premier co-learning du genre, là ? C'est vraiment le premier co-learning du genre à Luxembourg. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, elle compte plusieurs dizaines de membres sur sa plateforme, des membres qui peuvent aussi réserver en ligne un espace
et se retrouver le soir après 18h30 ou le week-end dans des lieux que Francesca a sélectionnés. Intéressant. Vous coworkez, vous co-learnez, chers invités? Oui, je vais le proposer à Maître Doutrillo. mes étudiants. J'enseigne au Conservatoire national des arts et métiers. Et c'est vrai qu'ils adorent partager. Et quand il y a des périodes de révision et d'examen, comme la période est un peu passée, mais c'est vrai de créer comme ça des outils collaboratifs pour permettre effectivement d'apprendre. Je trouve ça très positif. En général, on se retrouve dans des bibliothèques et qui sont pas des endroits où on peut finalement discuter et échanger. Merci beaucoup Charles-Louis Machuron de Silicon Luxembourg. Je me demandais s'il y avait des projets, la prochaine étape pour cette start-up. Alors la prochaine étape pour cette start-up, c'est de signer des partenariats, notamment avec des espaces de coworking. Parce qu'au début, l'idée initiale était vraiment de créer un lieu physique propre. Mais en fait, la fondatrice s'est rendue compte que les espaces de coworking étaient plutôt disponibles le soir après 18h30 ou le week-end. Et donc, elle a fait des accords, notamment avec un premier espace de coworking, pour utiliser l'espace de coworking le soir et le week-end. Et donc, la grande étape pour elle, c'est d'avoir plusieurs lieux à proposer pour attirer encore plus de membres et proposer aussi un système de réservation en ligne sur sa plateforme. Bon, c'est plutôt malin tout ça. Merci pour cette découverte. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, nous, on va partir pour le futur. Et demain, que nous préparent les chercheurs, les ingénieurs dans leur labo? Alors, parmi les trouvailles et les casse-têtes de ceux qui préparent le futur, je vous propose de découvrir Hydro, le premier projet pilote du Health Data Hub, qui est le hub de données de santé des Français. Et pour cela, j'accueille Arnaud Rosier. Vous êtes docteur et aussi PDG du projet Hydro. Bonjour. Bonjour. Alors, présentez-nous d'abord votre projet Hydro, s'il vous plaît. Donc, le projet Hydro, c'est un projet de la société Implicity que je dirige, et qui a vocation à prédire les crises d'insuffisance cardiaque avec hospitalisation des patients, qui est un des plus gros problèmes qu'on a de santé en cardiologie, afin de prévenir les médecins pour prévenir ces crises, pour éviter des hospitalisations auprès de ces malades chroniques. Du prédictif et en amont, c'est-à-dire une semaine? Comment on peut idéalement, prévoir suffisamment avant pour agir? Avant, donc aujourd'hui, les technologies qui permettent de prédire, c'est essentiellement des choses à base de balances connectées qui sont dans le cadre du programme étape remboursé dans le cadre du programme de télémédecine. Nous, notre ambition, c'est de prédire jusqu'à 30 jours avant pour permettre justement cette prévention, puisque la prédiction seule n'a pas d'intérêt, évidemment. Et l'autre aspect, c'est qu'on cherche à prédire ces crises à partir des données déjà émises par le patient, des données physiologiques qui viennent de son pacemaker, son défibrillateur implantable, qui sont des données qui nous arrivent déjà, puisqu'on est un acteur de la télésurveillance de ces prothèses rythmiques. D'accord, donc en fait, vous ne créez pas de produits spécifiques ou de nouveaux capteurs pour enregistrer des datas, vous utilisez ce qui existe déjà, et là, vous faites tourner des algorithmes pour en sortir des prédictions. Exactement, c'est l'ambition, puisqu'on sait bien qu'en santé, créer un capteur, ça veut dire qu'après, il va falloir le mettre en œuvre, le faire adopter, le faire rembourser, l'installer chez le patient. Donc, c'est énormément de friction. Oui, alors que finalement, on a déjà énormément de données. On a même une mine d'or dont je parlais, qui s'appelle le Health Data Hub aujourd'hui. Et Hydro, je disais, le premier projet pilote à y avoir accès. Comment est-ce que vous avez obtenu cette autorisation de la délivrer par la CNIL? Alors, ça a été tout un chemin, puisque avant d'aller jusqu'à la CNIL, il a fallu être sélectionné comme projet pilote. On est un des 4 industriels à avoir été sélectionné dans cette première vague. Je pense qu'il y aura d'autres vagues qui vont suivre. Donc ça, c'était la première étape. Et puis ensuite, il a fallu déposer un projet scientifique auprès du CRS qui a donné son avis scientifique sur la teneur du projet, sur les données qu'on voulait obtenir pour pouvoir développer ce type d'algorithme et pour valider ça. Et ensuite, enfin, il a fallu aller pousser le dossier devant la CNIL qui, après, émet un premier avis, repousse de 2 mois, de façon assez standard, et ensuite finit par donner un avis qui, dans notre cas, était favorable. Donc, au total, c'est quoi? C'est 1 an pour avoir cette accréditation? Peut-être pas 1 an, mais enfin, c'est bien 9 mois, je pense, 6-9 mois. Un accouchement. C'est ça. Pour vous, très bien. Et alors, du coup, comment vous fonctionnez aujourd'hui avec ce Health Data Hub? Quelles données vous allez chercher? Comment vous les récupérez? Alors, aujourd'hui, on n'a pas encore accès aux données du Health Data Hub. Ah. La plateforme existe. Elle a été mise en œuvre notamment en priorité pour les projets Covid.
Ce qui est quelque chose qui donc est arrivé sur la table et qui a repoussé un petit peu le fait qu'on ait accès. Ensuite, on est le seul projet qui a eu l'autorisation CNIL, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on est un petit peu en train d'attendre que les autres nous rejoignent. Et on va avoir accès normalement d'ici quelques semaines à ces données. On a quand même. C'est une connexion simple à un serveur? Alors, ça n'a rien de simple, à l'évidence. Et donc, il y a beaucoup de fantasmes autour de cet accès, autour de tout ce qui peut arriver. Très clairement, nous, on a eu une autorisation d'accéder à ces données en propre, c'est-à-dire sans passer par un bureau d'études. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'auparavant, les données du Système national de données de santé, il y avait deux options. Soit vous passiez par un bureau d'études quand vous êtes un industriel de santé, pour avoir une étude faite par des études statistiques essentiellement, soit vous pouviez y accéder en propre pour ceux qui développaient les algorithmes, mais dans ce cas-là, vous obteniez un disque dur avec les données et que vous deviez gérer chez vous en toute sécurité. Donc là, on passe dans une nouvelle génération. Une génération où finalement, les data scientists, ceux qui vont développer les algorithmes, doivent le faire dans la plateforme. Donc vous êtes en quelque sorte invité avec vos salariés, mais qui doivent montrer patte blanche avec des codes spécifiques, à aller développer dans une enceinte sécurisée, dans un bunker, et vous ne pouvez rien sortir sans que ça soit validé, en fait. D'accord. Donc c'est tout un environnement. C'est pour ça que c'est très complexe techniquement, c'est pour ça que ça demande énormément de moyens techniques. C'est qu'on doit pouvoir, à chaque étape, tout tracer, mais aussi tout vérifier. Tout en laissant la possibilité aux ingénieurs d'aller développer l'algorithme, parce que sinon ça n'a pas de valeur, bien évidemment. Et ça vous permet d'avoir accès à des données qui sont mises à jour, parce que vous prenez l'image d'embarquer le disque dur, c'est-à-dire que ces données peuvent être obsolètes assez rapidement. Est-ce que c'était une nécessité, là, ce Health Data Hub, pour bien travailler? Pour nous, c'était indispensable, parce qu'on a aujourd'hui à disposition les données des capteurs, comme vous disiez, des pacemakers, des fibrillateurs, qui ont tout un tas de capteurs internes, très intéressants, mais on cherche à prédire des hospitalisations. Et les hospitalisations, on ne les connaît pas. Et j'ai envie de dire, c'est normal qu'on ne les connaisse pas, puisqu'on ne connaît pas les données de ces patients. Mais nous, on ne cherche pas à savoir quand est-ce qu'un patient, un tel ou un tel, a été hospitalisé. On veut juste savoir qu'un individu qu'on ne connaît pas a été hospitalisé suite à une tendance dans ces capteurs et des modifications de ces capteurs. Et donc, il faut bien appairer ces données. Et c'est ça qui va offrir le hub. Pour nous, c'est crucial parce qu'on n'aurait jamais pu obtenir des données fiables d'hospitalisation pour les patients qui sont suivis sur notre plateforme. Et surtout, même si on avait eu des données chez certains de nos clients, un patient qui aurait été hospitalisé pendant ses vacances dans un autre hôpital, on ne l'aurait pas su. Donc ça n'aurait pas été très fiable. Et là, quand vous dites que vous travaillez à l'intérieur de la plateforme, est-ce que ça veut dire que vos travaux ils vont être disponibles à tous ceux qui sont connectés à la plateforme, ou vous restez dans votre propre espace aussi? Alors, on a notre espace, bien évidemment. Néanmoins, à terme, le hub a vocation à ce que soit les données que nous, on va y pousser, soit les outils qu'on va développer, soit les méthodes, soit la manière dont on a mis en place les choses avec la CNIL, et tout ce parcours soit accessible et soit réutilisable par d'autres acteurs. Vous avez une question peut-être en plateau sur ce sujet? Parce que moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est d'avoir votre réaction à la polémique qu'on a entendue autour du Health Data Hub, à savoir que l'hébergeur est un Américain, en l'occurrence Microsoft. Oui, c'est ça. Ça vous inquiète, ça, vous aussi? Est-ce que vous avez une réaction là-dessus? Moi, je suis médecin, donc vous vous doutez que pour moi, savoir où sont les données de mes patients, ça a toujours été une préoccupation importante. C'est une évidence. Et c'est pas parce qu'on change de casquette, parce qu'on devient un industriel de la santé, parce qu'on essaie de développer des algorithmes que c'est moins important. On se pose ces questions tous les jours sur nos propres serveurs. Où est-ce qu'on va les mettre, etc. Comment on va assurer la sécurité des données, surtout dans les risques actuels de cybersécurité, puisque c'est essentiellement ça. Le débat sur le Cloud Act, je pense qu'il est... On ne va pas tout le réouvrir parce que malheureusement, on est à la fin de cette émission. Je voulais juste savoir ce que vous en pensez. Mais donc, c'est une préoccupation. Personnellement, en tant que médecin, c'est une préoccupation, mais je dirais autre chose, c'est que il faut savoir où on met le curseur. On ne peut pas ne pas vacciner les gens parce que peut-être on a des inquiétudes sur l'adjuvant. Donc, alors ça, effectivement, où est-ce qu'on met le curseur? J'entends bien, c'est toute la question du compromis à chaque fois qu'on parle de technologie. Merci beaucoup Arnaud Rosier du projet Hydro d'avoir été notre invité. Merci à tous. C'est presque la fin de cette émission. Elle se termine par le Lab Startup avec 4 jeunes pousses innovantes. Et nous, on se retrouve mercredi. Donc je vous souhaite un excellent week-end et aussi de beaux feux d'artifice.